Donc, ce soir, je vous parle d'un sujet très spécifique, c'est les deepfakes. Vous avez peut-être entendu ce terme-là récemment, c'est quelque chose qui fait un peu peur. Je vais essayer de démystifier ça un peu, puis juste vous montrer aussi c'est quoi, parce qu'il y en a qui probablement n'ont pas entendu parler de ça. Donc, trouvez-vous qu'il y a quelque chose de louche dans ces images-là? Regardez les rangées puis les colonnes. Les rangées ont à peu près toutes la même palette de couleurs. Puis les colonnes ont à peu près toutes la même forme de visage, lunettes, âge, position de la tête, etc. Est-ce que vous pensez que c'est des vraies photos? Ça aurait été pas mal compliqué de prendre des photos comme ça. Donc, en fait, ça se trouve avec des portraits synthétiques. Deuxième exemple de deepfake, celui qui a donné le nom deepfake, ça se trouve être des vidéos, comme celui-là, par exemple. Je ne sais pas si c'est... Donc, non, c'est pas censé être le visage de Nicolas Cage sur ce corps-là. Donc, le mot deepfake, c'est composé de deep et de fake. Fake, ma définition de deepfake, ça inclut aussi des images truquées, donc des images et des vidéos. Puis le mot deep, c'est pour deep learning, c'est des algorithmes d'apprentissage qui utilisent des réseaux de neurones profonds. Donc, je vais vous parler d'abord des portraits synthétiques. Ces deux images-là, à première vue, on pourrait croire que ce sont deux personnes qui ont une vie, un passé, un futur, mais non, en fait, ce sont des portraits synthétiques qui ont été construits avec un algorithme qui a vu des millions de photos. De la manière que l'algorithme fonctionne, on pourrait voir ça d'une façon simplifiée comme étant l'assemblage de visages avec des sous-parties, comme par exemple assembler des bouches, des nez, des yeux. Cependant, cet algorithme-là, il va aussi prendre la bouche puis la constituer avec des plus petites parties. Donc, il va faire une bouche avec des dents, il va faire des dents avec des parties de dents jusqu'au niveau du pixel. Donc, ça fait un algorithme qui produit des images extrêmement réalistes au niveau du pixel, puis chaque image va être unique. Bon, qui peut obtenir de telles images? Il y a le site web thispersondoesnotexist.com. Si vous allez sur ce site-là, à chaque 2 secondes, je crois, il y a une nouvelle personne imaginaire qui va être générée et que vous allez pouvoir voir. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce type d'algorithme-là? À première vue, ça peut paraître anodin, sauf que ça pourrait permettre la création massive de faux comptes sur Twitter, comme par exemple, pour faire de la propagande, s'il y a 1000 faux comptes qui sont créés, on peut leur donner chacun un visage unique. Ce n'est pas une photo qu'on peut trouver sur Google Images, donc ça veut dire qu'à première vue, ça paraît comme une vraie personne unique. Il y a aussi une autre chose qu'on peut faire avec ces modèles-là. On peut prendre une personne qui existe, comme dans la colonne du milieu, et on peut altérer certaines caractéristiques des images, comme par exemple la faire sourire plus ou moins. On voit que ce n'est pas parfait, mais c'est quand même particulier qu'il y a seulement une caractéristique qui a été modifiée, un chiffre qui a été changé pour produire ces images-là. Donc, petite vidéo juste pour vous montrer que ces algorithmes-là traitent les visages humains comme une espèce de continuum. Puis c'est possible de combiner des caractéristiques de différents visages pour en constituer des nouveaux.
Puis l'unicité des visages est faite grâce à du bruit, grâce à des composantes aléatoires. Donc, par exemple, les cheveux et les rides, c'est quelque chose qui va pouvoir varier d'une image à l'autre. Maintenant, je vais vous montrer des indices à vérifier pour essayer de remarquer si vous êtes devant un faux portrait. Parce que les techniques ne sont pas parfaites, donc il y a quand même des caractéristiques qu'on peut vérifier pour essayer de voir si on est devant un faux portrait. Certaines choses qui peuvent arriver, c'est des choses qui sont physiquement impossibles parce que le modèle ne sait pas que la gravité existe. On peut se retrouver avec des mèches de cheveux qui tiennent dans les airs. Même chose ici, mèche de cheveux qui ne tient pas. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que presque toute l'image se tient, mais il y a un petit détail qui nous met la puce à l'oreille que ça n'existe pas vraiment. Ça peut être plus subtil, l'asymétrie. Il pourrait y avoir une personne qui a des lobes d'oreille pas tout à fait égaux, ça existe, mais ces modèles-là vont tendre à mettre de l'asymétrie à des endroits où on ne pourrait pas s'y attendre. Comme par exemple, vous n'avez peut-être pas remarqué que cette fille-là a juste une boucle d'oreille. Moi, je trouve ça un peu louche. Ça, c'est un petit peu plus monstrueux. Dans les exemples d'images que l'algorithme a vus, il y a des compagnons sur les côtés des personnes, mais le modèle, il n'est pas bon pour faire des compagnons dans les images. Fait que quand il en met, ça donne des choses vraiment hideuses. Puis en général, il y a toutes sortes de choses surréalistes qui peuvent arriver, là, comme par exemple dans le bas de l'image, c'est vraiment pas clair c'est quoi ça. Là aussi, c'est surréaliste, c'est pas clair. Là aussi, les fonds d'écran, pas les fonds d'écran, les fonds derrière les personnes, des fois peuvent être surréalistes, c'est pas clair exactement qu'est-ce que ça représente. Certaines, des chapeaux, des vêtements qui semblent pas vraiment exister. Des fois, il peut y avoir, on voit pas très bien, mais c'est comme si le modèle, il est prêt à mettre des boucles d'oreilles tout le temps, mais des fois, il n'en met pas, mais il y a comme un genre de résidu. Des fois, on a des dents que c'est pas clair. C'est pas que ça peut pas exister, mais mettons que c'est louche. Puis aussi, quelque chose qui est toujours censé être symétrique, c'est des montures de lunettes. Mais le modèle sait pas que les lunettes, c'est pas biologique. Donc, il y a tendance à faire des asymétries dans les montures de lunettes. Donc, c'est un truc que vous pouvez remarquer. Les vraies images vont vraiment avoir plus de diversité que ce que ces algorithmes-là peuvent faire. Il peut y avoir plusieurs personnes dans l'image sans qu'il y ait des monstres. Il va y avoir une grande diversité de poses, de couleurs, d'éclairage. Il va y avoir du texte. S'il y a du texte, vous pouvez être sûr que c'est une vraie image pour l'instant. Puis, si le fond est flou, ça se peut que ce soit une fausse image. Si le fond est clair, c'est très probablement pas une fausse image. Parce que l'algorithme, il est bon pour faire des visages, mais le reste, il n'est pas bon. Voilà, donc, premier type de deepfake, les visages. Autre type de deepfake, les vidéos. Donc, dans cet exemple-là, disons on peut se questionner sur l'utilité de ça, mais je trouvais ça assez drôle. C'est une vidéo qui a été faite sans qu'il y ait un artiste qui travaille dans After Effects, dans un logiciel. La vidéo a été produite et sortie de l'algorithme. Donc, oui, mettre un visage sur le corps de Donald Trump, pas très, très utile, mais prendre la performance d'un imitateur comme Alec Baldwin et lui apposer
le visage du vrai Donald Trump, ça peut donner quelque chose de convaincant. Donc, encore une fois, c'est pas parfait, mais malgré tout, c'est quand même surprenant. Bon, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Ce qui arrive, c'est que c'est une technique qui ne demande pas d'avoir un artiste qui a fait des apprentissages avec des logiciels de trucage. C'est vraiment pas comme au cinéma, comme par exemple dans Fast and Furious, quand ils ont ressorti l'acteur qui est décédé pendant le film, ils ont réussi à le remettre dans le film grâce à des trucages super sophistiqués. Ça, c'était extrêmement compliqué, puis ça a demandé du travail d'artiste. Sauf que ce que je vous parle en ce moment, ça ne demande pas de talent. Ça demande juste... Ben, je vais parler dans la slide suivante qu'est-ce que ça demande. Mais bref, tout ça pour dire que c'est facile, ça ne demande pas d'expertise, puis ça permet d'avoir des résultats surprenants en peu de temps. Ce que ça demande, c'est des images des deux personnes. Donc, par exemple, des images d'Alec Baldwin et de Donald Trump. Ça demande d'avoir beaucoup d'images. Dans le cas des célébrités, bien, on peut trouver ça sur Internet. Ça demande aussi d'avoir une machine de calcul. Un ordi de gamer, ça peut faire la job. Sinon, sur Internet, c'est possible d'avoir des ressources. Puis, ça demande quand même des connaissances modérées en informatique, par exemple. C'est pas n'importe qui là, qui peut produire ces vidéos-là. Cependant, ça serait possible de faire des logiciels que tout le monde pourrait utiliser. Je pense que ça a déjà existé, mais ça a été banni, heureusement. Donc, à quoi ça ressemble le processus, c'est qu'on veut remplacer le visage de la personne A par le visage de la personne B. Fait que dans l'exemple qu'on a ici, on va avoir une vidéo avec Shia LaBeouf, puis on va vouloir remplacer son visage par le visage de Robert Downey Jr. Fait que ce que vous voyez, c'est que la pose de Shia LaBeouf, on la prend puis on convertit son visage en le visage de Robert Downey Jr. Donc, c'est un résultat qui a été obtenu quand même rapidement, mais c'est quand même... En tout cas, c'est drôle, mais... le problème, c'est que la raison pour laquelle ça peut être épeurant, ces techniques-là, c'est que c'est utilisé pour remplacer le visage d'actrices pornographiques, d'acteurs pornographiques dans des vidéos, pour ruiner la vie de gens. Ça peut être utilisé pour ça. Donc, c'est pour ça que ça a été banni. C'est pour ça que ça inquiète vraiment beaucoup de gens. Puis, malheureusement, ça va plus loin, ces techniques-là, parce qu'il y a aussi de la synthèse vocale qui permet d'imiter une personne. Il y a aussi des techniques qui permettent de contrôler l'image d'une personne un peu comme une marionnette. Donc ça, c'est un exemple qui a été fait par une compagnie, une start-up montréalaise. Là, vous entendez pas bien, mais... This is just the beginning, and they are working hard to improve the results. They want to use this technology to change. Donc, juste pour mettre en contexte, en fait, ça, c'est quelqu'un, il a tapé un texte, n'importe quel texte. Là, c'est une publicité pour leur compagnie, puis ils le font dire par Barack Obama. La vidéo n'est pas parfaite, on voit quand même des détails qui clochent, mais c'est sûr qu'on peut s'imaginer que c'est un genre de technologie qui va continuer d'évoluer. Donc, je vais conclure sur le sujet de l'authenticité sur Internet et ailleurs. Donc, jadis, la preuve par l'image, ça pouvait se faire. C'était quelque chose qui était valide en cours. Maintenant, ça ne l'est plus parce que Photoshop. Mais bientôt, peut-être que la vidéo, ce qui est maintenant considéré comme étant une bonne preuve en cours,
peut-être que la vidéo, ce ne sera plus nécessairement des preuves valables. Pour assurer l'authenticité de quelque chose sur Internet, pour l'instant, il ne semble pas avoir d'autre façon que les signatures cryptographiques. Ça, c'est ce qui est utilisé par le gouvernement puis l'armée pour faire des communications puis s'assurer qu'on reçoit une communication qui est exactement de la bonne personne. Cependant, est-ce que c'est vraiment viable que tout le monde commence à communiquer en utilisant des signatures cryptographiques? On peut se poser la question. Il va probablement falloir trouver des nouvelles solutions. Comme par exemple, heureusement, nos gouvernements travaillent en ce moment à faire des algorithmes pour détecter les deepfakes. Donc, si l'intelligence artificielle permet de faire des deepfakes, au moins, elle va aussi permettre de détecter les deepfakes. Donc, ça conclut. Posez-moi vos questions, puis ça me fait plaisir à tout moment de jaser de ces sujets-là. Je n'ai pas vraiment rentré dans les détails techniques, mais si vous avez des questions, allez-y.